Lamignon ici à Montréal, Loubès. Là, ici, c'est Dakar. L'Oubès, c'est Tifofou. Dans ce sixième numéro de Loubès, cette semaine, on nous apprend dans la presse que le président de la République était en colère lors du Conseil des ministres pour avoir constaté le retour des inondations. Des inondations qui, nous dit-on, ont englouti 750 milliards. Et vous vous demandez, Abdoulaye, ce qu'on fait dans ce pays de la redevabilité publique. Lamine, je suis presque certain qu'on a réservé un enterrement de première classe à la redevabilité publique, c'est-à-dire de devoir rendre compte de la gestion des affaires publiques. Vous savez, il y a une très belle maxime Wolof qui dit « Ku min sa wax yap la ». Cela veut dire exactement qu'on est tellement habitué au coup de sang du président de la République en Conseil des ministres pour demander des comptes à ses collaborateurs que finalement, comme dirait le préado que j'ai ici à la maison, même pas peur des coups de sang du président de la République. Ça ne dit plus rien à personne. Il aura beau taper du poing sur la table, pardon, mais les gens s'en fichent, ses collaborateurs s'en fichent parce qu'ils savent qu'il ne leur arrivera absolument à rien du tout. S'agissant des comptes de l'argent investi pour la lutte contre les inondations, 700 à 750 milliards. J'ai envie de lui dire, mais monsieur le président, il y a un raccourci. Demandez à votre beau-frère de ministre, monsieur Mansour Faye, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement dans les gouvernements 1 et gouvernement 2 de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Mansour Faye, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, juillet 2014 à avril 2019. Est-ce qu'il y a un meilleur raccourci quand même pour demander des comptes? Ce n'est ni à l'ONAS, ni à une autre agence qu'il faut demander quand même les comptes de l'argent investi dans les inondations. On est juste dans le spectacle. Rappelez-vous, le président a déjà tapé du poing sur la table pour dire qu'il y avait trop de voitures distribuées dans l'administration qu'il faut arrêter. Ça n'a jamais cessé. On a plutôt empêché ceux qui doivent normalement avoir des véhicules de service et de fonction d'en disposer. Et pendant ce temps-là, ceux qui avaient 2, 3, 4 véhicules de fonction ou de service continuent à les avoir. On a tué la petite administration. Le président a déjà tapé du poing sur la table pour dire que la facture de téléphone de l'administration était trop élevée. Vous comprenez que dans ce pays où aujourd'hui un forfait, allez, je veux faire de promo à aucun opérateur, un forfait qui est illimité pour le mois avec suffisamment de data pour les connexions Internet ne coûte pas plus de 20 000 francs, qu'on distribue des forfaits de 100 000 francs en téléphone. Ça ne se justifie pas, ça veut dire qu'on n'a pas réglé les problèmes. Et c'est surtout ça, le problème du président Macky Sall. Il semble littéralement avoir perdu la main. Et toutes ces réactions plutôt émotives et qui rentrent beaucoup plus dans une colère intempestive et qui ne règle sur des questions surtout essentielles de marche et de gestion du pays. Qu'est-ce que ça nous révèle? Surtout qu'on lance encore un autre plan hors sec. Deux, trois petites choses. D'abord, lancer un plan hors sec, c'est quand même la moindre chose quand tout le pays est trempé, inondé, quand les sinistrés se comptent par milliers dans les grandes villes, mais aussi dans le monde rural où les villages sont coupés. C'est quand même la moindre des choses de déclencher un plan hors sec. Et on déclenche un plan hors sec comme si c'était si extraordinaire que ça, comme si le plan hors sec, allez, dès qu'on le déclenche, ça règle les problèmes. Non, le plan hors sec est juste une organisation des secours, mais il va falloir savoir ce qu'on met dedans. Et plutôt qu'un plan hors sec, c'est un plan de mise en place d'un réseau d'assainissement qu'il faut. Et on a investi 750 milliards dans le plan décennal et qui manifestement n'a rien donné. Et vous savez quoi? Dans l'historique aujourd'hui de ces inondations, des populations jouent les experts et ont pu prouver que leur zone n'était pas inondée. C'est parce que l'État a fait des travaux par ailleurs à d'autres endroits qu'aujourd'hui ils sont devenus le réceptacle de toutes ces eaux. Ça veut dire qu'il n'y a aucune coordination entre les services de l'État. Il n'y a aucune prospective dans les programmes qu'on met en place. Et la deuxième chose que ça révèle, c'est surtout que le président de l'État a véritablement perdu la main, puisque bien entendu, il demande des comptes, les comptes ne lui sont pas fournis. Il n'arrive même plus à sanctionner ceux qui seraient responsables peut-être de la dilapidation des ressources. Il a véritablement perdu la main.
Et pourquoi il perd la main? Parce qu'il est dans une séquence politique tout le temps. Même en plein dans la lutte contre le Covid-19, le président de la République pose des actes politiques pendant que tous les acteurs politiques lui ont tout donné. Loi d'habilitation, ils lui ont donné, dit de dérouler, mais pendant ce temps, il pose des actes politiques, a fait des nominations, le président du conseil d'administration par-ci, pour placer des personnes par-là. Et finalement, on a tous le droit de lui dire stop à un moment donné. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la politique, mais il y a un temps quand même pour revenir à la sérénité et bien gérer les deniers publics. Lamine, justement, dans la même dynamique, vous le savez, il n'est presque plus permis de donner un avis sur certains débats. C'est le cas sur le troisième mandat. Le président de la République interdit pratiquement à sa famille politique d'en parler. La censure, ça a quelque chose de bon. Malheureusement, ce qu'on oublie souvent, c'est que le pilier de la démocratie, c'est le respect des libertés individuelles. Des libertés individuelles qui, il faut le dire, ces dernières années ont été réellement bafouées. Au-delà des personnalités politiques qui ont été emprisonnées puis libérées dans des conditions nébuleuses, ce qu'il faut surtout constater, c'est que ces dernières années, la quantité de personnes qui ont été arrêtées, des activistes, surtout, on peut penser à Kim Seba, à Guy Marius Sagna, à Abdou Karim Gueye. On peut discuter de la forme de leur discours, mais cette obsession qu'on a de vouloir les museler, pour moi, ça ne participe réellement pas à un esprit démocratique et aussi à la liberté qui devrait être donnée aux citoyens de pouvoir s'exprimer librement. Mais on a vu aussi cette semaine les membres du mouvement Y en a marre qui étaient partis au siège du géant Orange, cette compagnie de téléphonie mobile, et ils ont été arrêtés, mais une arrestation très musclée, brutalement jetés dans le fourgon de la police avant de passer toute une nuit au commissariat. Pour moi, pour simplement demander quelque chose, à mon avis, qui relève du bon sens, quand on constate que des prix ont été augmentés par rapport à ce qu'on consomme, il est tout à fait normal dans un pays qui fonctionne correctement que les citoyens puissent exprimer leur ras-le-bol, dire que ce n'est pas du tout normal. Mais de voir que des pères de famille, des responsables, qu'on puisse les humilier de cette façon et qu'on l'a vu à répétition, ça ne rentre pas dans l'esprit démocratique. Mais ce qu'il y a encore de plus pernicieux, c'est cette censure qu'on impose à toute personne dans le camp présidentiel qui veut parler du troisième mandat. Et pour moi, c'est que ça va au-delà de simplement une question politique. On ne va pas dire c'est tel camp, c'est le camp du pouvoir, donc c'est normal. Non, pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental de laisser les populations pouvoir s'exprimer. Et là où ça devient grave, c'est que quand c'est le président de la République lui-même qui décide à l'endroit de personnes qui, il faut le dire, éduquées, cultivées, qui ont fait des études universitaires, mais qu'on arrive à les museler et qu'ils acceptent cette condition, pour moi, c'est qu'on est en train de franchir un Rubicon. Et c'est extrêmement grave aussi, cette image qu'on renvoie de montrer que le président de la République peut décider de ce qu'il faut dire et de ce qu'il ne faut pas dire, surtout sur une question quand même qui est totalement sur la place publique, tout le monde en parle, mais, et que c'est tout à fait normal aussi qu'on sache un peu où on va avec ce troisième mandat. En deux, trois petits mots, il y a la corruption, il y a le corrupteur, il y a le corrompu, il y a aussi le censeur et ceux qui sont censurés et qui acceptent presque docilement d'être censurés. C'est presque de l'autocensure finalement. Exactement. Et c'est ça qui est assez triste, Abdoulaye, parce que c'est pour un intellectuel qu'on nous prive de cette liberté de penser et qu'on l'accepte. Pour moi, c'est un emprisonnement qui est terrible. C'est-à-dire au-delà du matériel qu'on a, au-delà de ce qu'on peut dire qu'on a réussi socialement. Mais pour un intellectuel, on nous étouffe, on nous empêche de parler. Qu'est-ce qui nous reste en tant qu'intellectuel? Et que vous-même, toutes ces études qu'on a faites, et ce qu'il y a encore d'extrêmement grave, c'est de réussir aujourd'hui à montrer que le président de la République, il est un peu celui qui détient la vie des gens.
entre ses mains. Parce que, pourquoi la vie des gens? Parce que quand il décide qu'à chaque fois que quelqu'un se prononce sur son troisième mandat, d'être simplement limogé, parce que quand on dit limogé, c'est perdre son travail. Et le travail, c'est ce qui assure la dignité humaine. Et dans les pays démocratiques, ces pays qui se respectent, il n'y a pas de... Le droit du travail est sacré. Donc, en décidant de cela, cette omnipotence du président qui décide de tout et même de notre vie, ça se reflète également à ce niveau-là. Et d'où cette nécessité de lutter, de combattre tout ce qui concerne la censure de toutes sortes et d'où que ça puisse venir. J'espère avec toi, bien sûr, retrouver le monde dans un bien meilleur état la semaine prochaine. Merci. On l'espère bien, Abdoulaye. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine